quand on parle de réchauffement climatique, là, je pense qu'il y a 90% de la population qui est d'accord que oui, la Terre se réchauffe. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un consensus quand même scientifique là-dessus. Il y a peut-être la plupart de ces gens qui pensent que c'est à cause de l'homme. Il y a quelques personnes toujours qui sont en doute là-dessus. Moi, mon postulat, c'est que c'est quand même clairement à cause de l'homme. Mais après, là où c'est un peu flou pour moi et c'est difficile d'avoir des informations, c'est le degré d'urgence de la chose. Et si vraiment, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va sortir de notre contrôle et que si on n'agit pas dans les 5 prochaines années, c'est irrattrapable, comme certains scientifiques le disent? Est-ce que non, en fait, on a le temps? Est-ce que ça peut être résolu par de la science? Et ça, en fait, en réalité, c'est très dur d'avoir des informations parce que même les scientifiques les plus crédibles, c'est des prédictions. Il n'y a aucune raison que les humains ne survivent pas à des températures bien plus élevées. Et je comprends moins du coup l'argument qui est de dire oui, si ça dépasse ce degré-là, la planète est foutue, elle va se réchauffer à l'infini, on ne pourra plus revenir en arrière. Et cette espèce de scénario où il y a tout qui s'enchaîne, celui-là, je le vois moins parce que je me dis... par le passé, il faisait plus chaud et ça a refroidi. Donc, il n'y a pas une température critique où tout explose, quoi. Donc, les bases scientifiques du changement climatique, elles sont connues depuis très longtemps. Ce qui est évidemment beaucoup plus récent, c'est d'avoir compris à quel point ça allait être désagréable. Mais par contre, les bases scientifiques, encore une fois, sont très anciennes. Alors, commençons par le commencement, qui est le fait que il y ait des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que les hommes en rajoutent, les hommes et les femmes. Un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui, ça a une définition très simple en physique, c'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une raie d'absorption. Oui, j'ai fait un peu de mécanique quantique. Ok. Donc c'est ça la définition d'un gaz à effet de serre. C'est un gaz qui dispose de raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Ça concerne l'essentiel des gaz qui sont triatomiques ou plus. Les gaz mono- ou diatomiques ne possèdent pas cette caractéristique. Donc, ni l'oxygène, ni l'azote, ni l'argon, qui sont les 3 premiers constituants de l'atmosphère, ne sont des gaz à effet de serre. Ils ne possèdent pas de raie d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Par contre, c'est le cas pour la vapeur d'eau, c'est le cas pour le dioxyde de carbone, c'est le cas pour le méthane, c'est le cas pour le protoxyde d'azote, qui sont des gaz qu'on trouve naturellement dans l'atmosphère, à des concentrations variables. Et c'est le cas pour des gaz avec des longueurs de chaîne qui sont plus importantes, dont je vous parlerai rapidement. Ces gaz sont donc présents naturellement dans l'atmosphère, mais ce qui se passe depuis le début de la civilisation industrielle et depuis le début de la révolution agricole, c'est que les hommes en rajoutent en contribuant eux aussi aux émissions soit de dioxyde de carbone, soit de méthane. Soit de protoxyde d'azote. La vapeur d'eau, les émissions humaines de vapeur d'eau sont considérées comme négligeables pour une raison très simple, c'est que la Terre est une énorme machine à évaporer, même si nous n'habitons pas dessus, ce qui est quand même le cas de Kevin Costner de Waterworld, mais sinon on n'habite pas sur les océans, et donc on ne se rend pas compte qu'essentiellement il y a des océans sur Terre. Mais donc la Terre étant une grosse machine à évaporer, les émissions naturelles de vapeur d'eau sont telles que les émissions humaines de vapeur d'eau sont totalement négligeables dans le processus. Et par ailleurs, l'atmosphère a un processus d'épuration de la vapeur d'eau très rapide qui s'appelle la pluie. Donc, les émissions humaines de vapeur d'eau ne comptent pas dans le changement climatique. Ce qui va compter, c'est les émissions de gaz qui vont rester longtemps dans l'atmosphère. Le premier d'entre eux, c'est le CO2. Ici, vous avez les émissions depuis 1 siècle et demi liées à l'utilisation du charbon, qui engendre du CO2, l'utilisation du pétrole et l'utilisation du gaz, qui engendre également du CO2, la déforestation, en vert, qui consiste essentiellement à couper et à brûler, les divers procédés qui émettent du méthane, l'exploitation des hydrocarbures, parce que le méthane, c'est le principal constituant du gaz naturel. Donc l'utilisation des hydrocarbures, les mines de charbon, le méthane, c'est le constituant principal du grisou. Donc on ventile les mines pour éviter que les mineurs se fassent sauter la figure, c'est plutôt une bonne idée de leur point de vue. Et ça contribue à des émissions de méthane. Et vous avez également le cheptel bovin et les rizières qui contribuent à émettre du méthane. Ce que vous voyez sur ces émissions, alors là je vais un tout petit peu chatouiller la corporation des ingénieurs, c'est que absolument aucun progrès technique, quel qu'il soit, n'a jamais interverti cette courbe. Donc vous voyez, on a mis au point l'utilisation de l'électricité. Ça fait plus d'1 siècle qu'on utilise de l'électricité. L'utilisation de l'électricité n'a pas arrêté d'augmenter et vous voyez que les émissions n'ont pas arrêté d'augmenter non plus. Donc le fait qu'on dise maintenant il y a de l'électricité et au lieu d'utilisation il n'y a pas d'émissions, parce qu'effectivement votre mixeur à soupe il ne fume pas, enfin s'il fume c'est que vraiment il y a un problème.
mais ils ne fument pas, ce n'est pas pour autant qu'on a émis moins de gaz à effet de serre. On a mis les gens dans les villes. Alors, vous savez, dans les villes, les gens sortent le soir du bureau avec le pli du pantalon impeccable, donc c'est dématérialisé, donc ça ne peut pas émettre de CO2. Si. Plus il y a de villes, plus il y a de CO2. Ça, voilà. On a mis au point des trains. Ce n'est pas parce qu'on a des trains qu'on émet moins. On a mis au point Internet et le numérique. Voilà. Donc, d'une manière générale, toutes les trouvailles techniques auxquelles on a pu penser, toutes les trouvailles techniques que nous avons mises au point, n'ont jamais spontanément engendré quoi que ce soit comme modération sur les émissions globales de gaz à effet de serre de l'humanité. Jamais. Donc il y a un des trucs que les ingénieurs que vous êtes ou que vous serez doivent absolument se sortir de la tête, c'est que le simple fait de mettre au point une innovation technique va régler le problème. Non, c'est faux, ça n'a jamais été le cas. C'est faux, ça n'a jamais été le cas. La technique peut éventuellement jouer un rôle à l'avenir, peut-être, mais ça n'est pas autoporteur. Donc le fait de dire, parce que j'aurai l'innovation technique, nécessairement, ça va orienter le comportement de l'humanité dans le bon sens du point de vue des émissions, non. Jusqu'à maintenant, ça fait un siècle et demi que c'est faux. J'insiste vraiment là-dessus, parce que dans ma génération, il y a énormément de gens qui disent « faites confiance au progrès technique ». Ça fait un siècle et demi qu'on fait confiance au progrès technique. Ça ne règle absolument pas le problème. Donc ça veut dire que s'il ne suffit pas de faire confiance au progrès technique, c'est que la solution est à chercher ailleurs. Ça n'interdit pas d'avoir de la technique, mais ça veut dire que ce n'est pas ça la première entrée dans la discussion. Comme tous les animaux, et nous sommes des animaux, on a beaucoup de mal à échapper à ce que nos sens nous racontent. Et nos sens, ils ne nous disent pas ce que c'est qu'une moyenne. En ce moment, on est capable, avec notre peau, par exemple, d'apprécier la température qu'il fait dans cette pièce à cette heure-ci. Et en ce moment même, on n'est pas du tout capable d'apprécier la température qu'il fait à Adélaïde, à Tombouctou ou à Brasilia. Donc, en fait, une moyenne, ça ne parle pas du tout à nos sens, on ne comprend pas. Alors, je vais prendre un premier exemple pour faire comprendre qu'une variation de température, même de quelques degrés, ça peut être massif. Si je prends votre propre corps, qui est un système complexe, très complexe, eh bien, si je modifie votre température intérieure de 1,5 degré et que j'attends suffisamment longtemps, vous allez finir par mourir. D'accord ? Parce que vous ne pouvez pas vivre indéfiniment à 38,5. Eh bien, pour le système climatique, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un déplacement de moyenne de quelques degrés appliqué à ce système complexe, en fait, ça engendre énormément de désordre et ça engendre localement des variations de température qui sont considérablement supérieures à la variation de la moyenne. Aujourd'hui, pour parler chiffres, la moyenne planétaire s'est élevée de 1,2 degré, en gros. Avec 1,2 degré, il y a à peu près 15% des coraux tropicaux qui sont déjà morts. On voit des incendies au Canada qui éradiquent en une année l'équivalent de la surface de la Grèce, où d'ailleurs ça a beaucoup brûlé aussi. On voit des inondations catastrophiques se produire encore pas plus tard qu'il y a quelques jours en Libye. On voit des inondations catastrophiques se produire au Pakistan l'année dernière, des sécheresses catastrophiques se produire un peu partout, etc. Donc en fait, l'élévation de température en elle-même, elle ne nous dit rien, l'élévation de température moyenne. Ce qui va nous dire quelque chose, c'est tous les événements qui vont à la suite. Et je pourrais parler des zones endémiques de certaines maladies qui sont en train de se déplacer. Je pourrais parler de l'affaiblissement des récoltes. Les Espagnols, par exemple, ils vont perdre 80% de leur récolte de céréales cette année. D'accord. Donc là, on ne parle plus de 1 degré, on parle de 80% de ce qui pousse dans les champs qui ne pousse plus. Bon. Donc c'est ce genre de choses qui va se multiplier, et à 1,5 degré, on aurait ça en encore amplifié. Alors quelque chose qu'il faut comprendre, et bien ça c'est pareil, c'est pas intuitif, c'est que les dégâts du réchauffement climatique ne sont pas proportionnels à l'élévation de température. Tous autant que nous sommes, on est habitués tous les jours à des règles de proportionnalité. D'accord. 1 kg de carottes, 2,50 €, 2 kg de carottes, 5 €. D'accord. Deux fois plus. Bon. C'est pas du tout comme ça que ça marche avec le climat. Si l'élévation de température double, donc on passe de 1 degré à 2 degrés, les dégâts ne font pas que doubler. Ils vont être multipliés par 100, par 1000. Enfin, je veux dire, c'est quasi exponentiel. Même hyperbolique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va augmenter considérablement plus vite que l'élévation de température. Et là, je peux reprendre le parallèle de votre corps. Entre une élévation de votre température interne de 1 degré et de 5 degrés, 5 degrés, c'est pas 5 fois plus grave que 1 degré, vous êtes mort. Bon. Alors que 1 degré, bon, ça vous arrive transitoirement, c'est pas très méchant. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que les conséquences du réchauffement, ça va beaucoup plus vite que l'élévation de température. Alors à 2 degrés, pour prendre quelques autres exemples, la totalité des coraux tropicaux sont morts. À 2 degrés, probablement plus de la moitié de la forêt française est morte. À 2 degrés, on perd en moyenne 20% d'humidité des sols sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, France comprise, et peut-être même plus. Voilà quelques exemples de conséquences d'une élévation
élévation de 2 degrés. D'ores et déjà, même à 1, quelque chose degré, on a déjà mis en route, par exemple, la fonte du Groenland. Et donc maintenant, il suffit d'attendre quelques siècles et on sait que l'océan mondial montera d'au moins 3 à 6 mètres. Voilà, rien qu'à cause de ça. Voilà, donc voilà quelques exemples. Et c'est peut-être un élément à rappeler qui est important ici, c'est là on a évoqué beaucoup de conséquences sur la planète, au sens, on parle d'élévation du niveau de la mer, on parle de fonte des glaces, on parle d'incendies qui ont forcément un impact sur les forêts, d'assèchement des sols ou autres, mais c'est ce lien entre l'impact sur la planète qui est réel, sur la biodiversité, etc., et l'espèce humaine, si on peut le définir comme ça. C'est peut-être aussi un élément qui est parfois mal compris, le fait que oui, c'est pas juste le niveau de la mer qui monte et puis voilà, il monte, c'est tout un tas de conséquences sur notre quotidien. Non, alors, par exemple, même avec une élévation de température de 2 degrés, ce qu'on appelle les submersions marines, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que vous êtes... Pardon de le dire un peu jeune, mais la tempête Xynthia qui avait eu lieu en France et qui a causé à la Faute-sur-Mer, si ma mémoire est bonne, plusieurs dizaines de morts parce qu'il y a une vague de crue. Alors il y a une dépression qui fait monter le niveau de la mer, une tempête qui pousse la houle et les vagues vers l'intérieur, et tout ça a fait la submersion d'un lotissement pavillonnaire. Eh bien, ce genre de phénomène, rien qu'avec une élévation de 2 degrés, il y a des endroits sur la côte, en Méditerranée, où ça va être multiplié par plusieurs centaines. La fréquence de ce genre d'événements. Donc, c'est ça, en fait, l'impact sur les sociétés humaines, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des déstabilisations économiques, sociales, politiques. Si ça pousse moins bien, on va se retrouver avec des problèmes de disette alimentaire, c'est-à-dire d'inflation alimentaire massive, et on voit déjà le problème que ça cause aujourd'hui, voire éventuellement de famine dans un certain nombre de pays dans le monde, et ça, c'est des déstabilisateurs politiques massifs. Donc ça pose la question du maintien de la démocratie, par exemple. Le réchauffement climatique peut très bien avoir la peau de la démocratie dans un certain nombre d'endroits. Ça pose la question de l'espérance de vie, parce que si on ne mange pas assez, ou si on a les maladies qui se mettent à se propager, ou si on n'a plus les infrastructures qui nous permettent d'exercer notre solidarité. Aujourd'hui, il faut bien voir que les infrastructures, c'est ce qui permet de manger ici, quand ça ne pousse plus ici, mais que ça pousse encore là. Ça s'appelle les moyens de transport, par exemple. Eh bien, dans un monde dans lequel les infrastructures sont très affaiblies parce qu'il y a des perturbations externes en permanence, cette solidarité que nous avons et qui est un élément de résilience, qui permet aux gens de continuer à manger, à se déplacer, etc., va s'affaiblir. Alors tout ça, c'est un peu la bouteille à l'encre. C'est très difficile de faire une projection précise en disant à 1,58 degrés d'élévation de température, le 4 janvier 2067, voilà ce qui peut se passer. Personne ne va vous faire un truc comme ça, ce qui est une des difficultés, parce qu'on est obligé de décider en étant un peu dans le brouillard. Voilà, ça fait partie de la règle du jeu. Mais on sait quand même, par comparaison avec les variations climatiques dans le passé, que quelques degrés de variation en un siècle, c'est inédit. Notre espèce n'a jamais connu ça depuis qu'elle existe. Et c'est quelque chose qui aurait des conséquences absolument massives quand on commence à regarder un peu sur un certain nombre de choses pratiques. Et donc, ça aurait des conséquences absolument massives sur la stabilité des sociétés humaines, leur prospérité, l'espérance de vie des individus, les régimes politiques dans lesquels on vivrait, etc.